Bon, alors, merci beaucoup pour votre présentation qui a été, comme vous venez de le dire, très claire et très intéressante de voir les stratégies. Mais il y a quand même, j'aimerais aussi regarder de l'autre côté du front. Là, il y a aussi quelque chose qui se prépare qui ne me plaît pas beaucoup. Je pense aux brigades Azov, par exemple, qui se réclament ouvertement de l'héritage de la division d'Astreich, dont ils ont même emprunté des enseignes. Et je pense que, et je ne parle pas du culte Bendera qui ressurgit maintenant en Ukraine. Oui, merci. Donc Azov a été détruite à Mariupol, hein, donc de toute manière Azov n'est pas un problème. Je voudrais juste deux remarques. Alors bien entendu, il y a des néo-nazis en Ukraine. Et dans les forces armées ukrainiennes, comme dans toutes les forces armées européennes, et les scandales récents dans l'armée française ou l'armée allemande nous l'ont rappelé. C'est le cas aussi dans les forces armées russes, hein, donc le bataillon Roussitch par exemple, et un certain nombre et en particulier Wagner, et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Wagner, ont aussi des héritages fascistes ou néo-nazis très visibles. Cela est une évidence. Ces bataillons, ces forces, ces groupuscules ont une influence extrêmement réduite en Ukraine. Et par ailleurs, et ça se voit évidemment aux scores électoraux, ça on ne va pas le rappeler, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, je veux dire, du point de vue de l'Europe occidentale, les scores ridicules que font ces extrêmes droites en Ukraine sont remarquables. Et ce, malgré des années quand même de crise et de guerre qui ont nourri aussi des formes de radicalisation, mais qui jusqu'à maintenant, heureusement, n'ont pas mené plus loin. Mais surtout, j'aimerais rappeler que Azov est le résultat de l'intervention russe et non pas sa cause. Azov a été créé, est un bataillon qui à l'origine est un bataillon de volontaires qui a été créé pour répondre à l'intervention russe dans le Donbass en 2014. Donc au printemps 2014, l'armée ukrainienne étant un pays, donc l'Ukraine étant en 2014 un pays neutre, dont la sécurité est garantie par notamment la Russie, depuis le mémorandum de Budapest. Donc pays neutre et pas très riche et n'ayant pas d'adversaires militaires évidents, l'armée ukrainienne en 2014 est une armée très faible. Une armée qui n'est absolument pas prête à répondre à l'agression russe. Lorsque dans le Donbass interviennent les forces russes, cette armée est donc complètement prise au dépourvu et un certain nombre de volontaires vont monter, répondre à cette agression russe. Parmi eux, de façon peut-être prévisible, les mieux organisés sont ceux qui ont déjà l'habitude des armes. Donc effectivement, ils auront plutôt tendance à être de l'extrême droite. L'autre grand vivier de recrutement est celui des hooligans et autres clubs de foot, de supporters de foot que vous pouvez imaginer. On a les mêmes ici. Ces gens fédèrent en fait des volontaires venus de partout et sont auréolés très rapidement simplement du fait que c'est eux qui tiennent face aux Russes. Et c'est ce qui explique que les Ukrainiens n'aient pas particulièrement envie de discuter des choix politiques et idéologiques effectivement tout à fait néo-nazis des dirigeants et des créateurs, des fondateurs d'Azov, parce que c'est pour eux, du point de vue ukrainien, ces fondateurs et ces créateurs d'Azov n'ont pas de rôle politique. Leur tentative pour justement transformer leur succès militaire en carrière politique a été un échec lamentable. En revanche, ils étaient finalement les seuls à réussir à tenir face à l'offensive russe en 2014. Tout cela pour dire que ensuite, une fois passé le moment 2014, tout de même, l'État ukrainien a renforcé, a procédé à des réformes importantes de son État et de ses forces armées, les a modernisés, les a transformés, et dans ce processus a aussi justement repris le contrôle de ces forces qui étaient nées de la crise de 2014, a réintégré ces forces paramilitaires dans l'appareil militaire afin d'en assurer le contrôle.
Ce qui fait qu'à la fin et en 2022, ces troupes-là sont devenues des troupes relativement normales de cette armée ukrainienne, marquées par effectivement un certain nombre de militants néo-nazis qui, encore une fois, sont les mêmes que dans l'armée russe ou ailleurs, les mêmes dans le sens où ils n'ont pas de responsabilité particulière et n'ont pas d'autorité particulière et n'ont pas de rôle politique particulier. Mais si on devrait peut-être en conclure quelque chose, c'est que bien entendu, il est impossible de savoir quelles sont les trajectoires politiques de l'Ukraine demain. C'est une démocratie, mais c'est aussi une démocratie en guerre. Et bien entendu que cette guerre, cette mobilisation constante, le fait de vivre sous les bombes, a tendance, peut mener à des formes effectivement de radicalisation, très probablement pas néo-nazi ou je ne sais quoi, très probablement nationaliste en revanche, mais que, encore une fois, c'est un résultat direct de l'armée russe et que le meilleur moyen pour l'armée russe, et c'était déjà le cas en 1945, je suis désolé, mais le meilleur moyen pour les Russes d'affaiblir l'influence des radicaux et des néo-nazis en Ukraine, c'est de laisser l'Ukraine tranquille. Et voilà. Et plus les Russes, effectivement, enfin chaque offensive russe, effectivement, renforce ces extrêmes. Mais il est complètement improbable qu'une armée qui compte Wagner dans ses rangs, donc un groupe qui mélange effectivement tradition néo-nazie et recrutement parmi les prisonniers de droit commun. Il est très improbable qu'une armée comme celle-ci puisse incarner une alternative à cette radicalité d'extrême droite. Mais il y a quelque chose, je voudrais faire une différence entre... On est parti d'Oradour. Entre Oradour-sur-Glane, ce qui s'est passé en Biélorussie, qui devait être théoriquement le sujet, je crois qu'il y a eu 1 500 000 morts en 1944 et 2 500 Oradour-sur-Glane, qui était de l'extermination, simplement. Ensuite, vous parlez du savoir-faire américain dans les bombardements stratégiques. Je crois que c'est 900 000 morts civils en Afghanistan et en Irak depuis 2020. Quand on regarde Mossoul, quand on regarde Falloujah, je ne vois pas de différence avec Bakhmout. Ils reprennent en rasant. Donc, il est difficile, comment exprimer ça, moi, je pense que la violence qu'il y a actuellement à l'Est remonte plus à la guerre civile russe, qui a été un véritable massacre, qu'à la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, l'idée, effectivement, et c'est pour ça que je suis reparti d'autres guerres, y compris des Américains, et effectivement, il y a un nombre de morts important. Néanmoins, sans vouloir rentrer dans les polémiques de chiffres qui sont toujours très très compliquées, les morts en Irak et en Afghanistan sont l'ensemble des morts civiles causées directement ou indirectement par la situation militaire. Il ne faudrait pas laisser imaginer que les bombardements américains ont directement causé la mort de millions de civils. On n'est plus à la Deuxième Guerre mondiale, mais en revanche, les bombardements américains de la Deuxième Guerre mondiale ont effectivement causé des morts en masse, et pas seulement Hiroshima et Nagasaki. C'est le cas, bien sûr, de Dresde en Allemagne et de toutes les grandes villes allemandes, mais c'est aussi le cas des bombardements des villes japonaises. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que l'armée russe serait nécessairement pire que les autres. L'armée russe fait un certain nombre de choix. L'armée russe fait le choix de ne pas contrôler le comportement d'un certain nombre de ses soldats. L'armée russe ne fait pas le choix du bombardement massif, et c'est vrai. Il pourrait, finalement, et c'est une des manières de le dire, j'ai des collègues américains qui me demandaient en début de la guerre, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas massivement bombardé les villes ukrainiennes? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils se retiennent? Ça ne veut pas dire qu'ils se retiennent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Et effectivement, si les Américains devaient procéder à ce type de guerre, on aurait des bombardements massifs, on aurait une neutralisation immédiate de la défense aérienne, des bombardements massifs. C'est la doctrine américaine. Il ne s'agit absolument pas de la défendre, il ne s'agit pas de dire qu'elle est mieux ou moins bien. Mais encore une fois, ces choix reflètent des cultures stratégiques et des objectifs de guerre. Ici, en l'occurrence, donc, on a une armée russe, encore une fois, qui fait un certain nombre de choix et qui fait un choix qu'elle a fait plusieurs fois de ne pas contrôler ses soldats
et qui fait le choix aussi de travailler main dans la main avec des forces policières et des services secrets qui interviennent en masse et qui procèdent à des violences systématiques contre les civils, donc notamment les déportations, notamment les filtrations. Les filtrations, ça veut dire que vous faites partir de Mariupol par quart entier la population et que vous les faites passer dans des camps où chacun, tour à tour, est déshabillé et interrogé séparément, les enfants et les parents, donc avec un certain nombre, toute personne dite suspecte parce qu'il y a un tatouage, parce qu'il y a quelque chose dans le téléphone, parce que tout ce que vous voulez, disparaît en camp. C'est juste tout simplement quelque chose qu'on n'a pas vu du côté américain. Ça ne veut pas dire que les Américains ne pourraient pas le faire, ça ne veut pas, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'ils voient. Y compris parce que les Américains en Irak et en Afghanistan, et en tout cas la guerre en Irak est clairement une guerre criminelle, qu'il ne s'agit absolument pas de défendre, mais ils n'ont pas non plus cherché à annexer de fait l'Irak. Alors c'est d'autres politiques impériales, c'est différente, mais encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement de dire que l'armée russe ici est fondamentalement pire ou naturellement criminelle. Il y a un certain nombre de choix qui effectivement en font une armée particulièrement brutale aujourd'hui et maintenant, particulièrement brutale au-delà des choix tactiques et stratégiques qu'elle fait. Une armée particulièrement brutale dans le cadre d'une guerre impériale qui, pour le coup, n'a vraiment pas grand-chose en commun avec la guerre civile, puisqu'on a des États, au contraire, très stables et du côté russe en particulier, très organisés, centralisés, qui, encore une fois, pour le coup, mettent en place des techniques de conquête et de gestion des populations qui sont spectaculairement proches de ce qu'on voit en 1939 ou en 1945 et qu'on voit encore en Tchétchénie, encore une fois. Et c'est fascinant à quel point c'est, par exemple, le camp de filtration. Le camp de filtration, c'est même surprenant pour un historien de se rendre compte à quel point ils savent encore exactement ce que c'est. Il y a des savoir-faire qui ne se sont pas perdus, qu'ils ont choisi de ne pas perdre, qu'ils ont choisi de remobiliser. Et c'est tout simplement, c'est vraiment assez évident qu'ils remobilisent des savoir-faire. Et remobiliser des savoir-faire, ça veut vraiment dire aller voir les doctrines, aller voir les rapports d'expertise, aller voir les retours d'expérience. Ils remobilisent un certain nombre de doctrines, ça se voit dans leur discours, ça se voit dans leur pratique, ce qui, encore une fois, n'en fait pas l'annexion de la Pologne orientale en 1939 puis en 1945. C'est pas non plus l'occupation nazie de la Pologne. Ça n'empêche que c'est effectivement une occupation extrêmement brutale qui a un objectif spécifique qui est celui de l'expansion de l'URSS. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont comparables nécessairement aux nazis. Ils peuvent aussi massacrer entièrement les officiers polonais encore une fois, sans être génocidaires à la manière des nazis. Pensez-vous qu'une paix entre la Russie et l'Ukraine serait possible vu le climat de violence qui y règne en ce moment? Et surtout, est-ce que cette paix pourrait être durable? Une paix, là, maintenant, tout de suite, est totalement impossible, puisqu'aucune des deux parties combattantes n'a la moindre intention de faire la paix maintenant. Et donc, comme dans la plupart des guerres, finalement, cette paix viendra, une fois que l'une des deux parties aura constaté son impuissance militaire. On n'y est pas. C'est pas des choses qu'on peut complètement prévoir. Et finalement, une des leçons aussi, c'est quand vous regardez les guerres a posteriori, c'est que les paix qui les terminent sont préparées tout au long de la guerre et en même temps sont complètement imprévisibles quand elles arrivent. Et là, si on ne veut pas reprendre justement 1945, qui est quand même une guerre finalement... encore une fois, ils y empruntent un certain nombre de pratiques, mais dans cette dimension dans la dimension spécifique de l'Allemagne nazie, c'est aussi une guerre très particulière. Mais si vous prenez par exemple la guerre de 14-18, il faut attendre 1917 pour que les belligérants publient leur but de guerre.
Et l'issue le visage de la paix de 18 est imprévisible quelques mois auparavant. Ces paix se préparent en partie maintenant, en partie sur le terrain, en partie en fonction justement des évolutions politiques, sociales, économiques. Elles sont imprévisibles et de la même manière, leur durée ou non l'est tout autant. En fonction de la manière dont elles sont configurées. Là, maintenant, tout de suite, dans la mesure où aucun des deux belligérants n'a constaté cette impuissance militaire et qu'aucun des deux belligérants n'a la moindre intention de capituler, puisque c'est ce qu'ils attendent l'un de l'autre. Hein. Donc, l'Ukraine exige le retrait des troupes russes de son territoire, tandis que les Russes exigent que l'Ukraine abandonne les territoires qui ont été annexés par la Russie. Ces territoires annexés qui sont au-delà des territoires qui sont occupés par la Russie. Donc, les territoires annexés par la Russie sont en partie des territoires que l'armée russe n'occupe pas, n'a jamais occupés. Donc les Russes exigent l'abandon des territoires annexés par la Russie, la démilitarisation totale, donc la neutralisation, la démilitarisation, ça veut dire vraiment, ce que ça veut dire donc ne plus pouvoir se défendre militairement, la démilitarisation de l'Ukraine et le changement complet du gouvernement. Dans les deux cas, c'est une capitulation et aucune des deux parties n'est prête à capituler tant que tant que les armes ne l'iront pas forcer. Après, si vous voulez, tout à fait, une paix qui serait une paix de victoire ukrainienne dépendrait complètement de la configuration dans laquelle elle se fait et de la manière dont la Russie et l'Ukraine évoluent ensuite. Une victoire, mais si je puis me permettre, une victoire russe, en revanche, ne serait pas et ne pourrait pas être une paix durable. Et ça, on le voit justement quand on regarde comment ont évolué. D'abord, quand on voit l'hostilité profonde des Ukrainiens à cette domination. Mais même si, une fois que l'occupation est établie, on a toujours des formes, évidemment. Hein, c'est pas du tout. La plupart des gens sont pas prêts à mourir et à laisser leurs enfants mourir, etc. pour de grandes causes. Une fois l'occupation installée, la plupart des gens essaient de survivre. On voit des stratégies d'accommodement, etc. Mais la Russie n'est pas un pays, est un pays déjà assez faible, en fait, aux structures politiques et économiques fragiles. Et quand on voit justement la situation en Tchétchénie ou la situation dans le Donbass depuis 2014 et la manière dont se sont installées des poches de corruption et de violence extrême, il est improbable que la Russie puisse stabiliser de façon sur la durée une domination sur des territoires ukrainiens encore plus hostiles et encore plus importants. Elle n'en a juste pas les moyens politiques, économiques, sociaux, ce que vous voulez. Et donc une victoire russe, en l'occurrence, ce serait aussi la promesse, si vous voulez, pour reprendre la question précédente, ce serait, si vous voulez, un peu transformer l'Ukraine en Afghanistan aux portes de l'Europe pour un temps. Voilà. Donc la paix peut vouloir dire beaucoup de choses. L'Afghanistan, officiellement, n'était pas en guerre depuis bien longtemps. Mais l'absence de guerre ne veut pas dire la paix. Et en l'occurrence, une victoire russe serait très n'apporterait que très peu vraisemblablement une paix en Europe. Oui, merci de prendre ma question. Oui, vous avez évoqué donc la brutalité, notamment je reviens sur la guerre patriotique. Je pense mon analyse, c'est que c'était une agression déjà des nazis. Et la réplique de ces brutalités russes, ils avaient un parfait modèle avec, par exemple, vous n'avez pas évoqué, les Einsatzgruppen et leur comportement sur tous ces territoires aussi. Ça a été une abomination aussi. C'était le même principe de fonctionnement, en fait. Donc, je pense que c'est judicieux aussi de faire ce parallèle. Non, les soviétiques n'ont pas été les seuls, c'est pas eux qui ont inventé tout ça non plus. Alors, pour reprendre, encore une fois, l'armée russe ou l'armée soviétique ne sont ni les seuls ni les pires. Et une des raisons pour lesquelles je refuserais de faire ce parallèle, c'est que les Einsatzgruppen sont bien pires. Et qu'en particulier, ce déploiement d'un programme génocidaire qui est la spécificité de l'Allemagne nazie n'est jamais visible du côté soviétique.
dans cette guerre de 39-45. Il n'y a pas de comparaison entre les Einsatzgruppen et les forces soviétiques. Encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas un génocidaire nazi qu'il est blanc comme neige. On a une complexité historique très importante, donc encore une fois, non, je n'établirai pas ce parallèle, ce qui n'empêche pas, et encore une fois, la violence de l'annexion de la Pologne orientale, qui est bien réelle, les déportations de masse, les exécutions, les massacres, etc., en font quelque chose de condamnable en soi, même si ce n'est absolument pas comparable justement à l'occupation nazie de la Pologne au même moment. Mais le fait que ce ne soit pas comparable ne veut pas dire qu'on ne doive pas essayer de les comprendre de façon distincte et pour ce qu'elles sont. Cette idée que finalement, tant que l'URSS, tant que ce ne sont pas les nazis, on leur pardonne tout, me semble d'une facilité extrême et qui nourrit finalement les incompréhensions avec l'Europe de l'Est, qui nourrit aussi beaucoup de ressentiment de la part de ces populations d'Europe de l'Est qui ont l'impression qu'effectivement, tant qu'elles ne sont pas victimes d'un génocide, elles n'intéressent personne, ce que je trouve quand même un peu dommage. Oui, dans l'article que vous avez publié dans l'Histoire, je crois que c'était en février, en début d'année, au cours de l'article, il y a un encart qui s'intitule « Le viol de guerre n'est pas sexuel ». Est-ce que vous pouvez revenir sur ce type de violence aux civils ? Alors, le viol de guerre est effectivement donc un crime spécifique qui s'est imposé, qui a été défini comme crime de guerre spécifique à partir des guerres de Yougoslavie. Donc, au moment des guerres de Yougoslavie des années 90 et du génocide rwandais, enfin du génocide Tutsi, excusez-moi. Et donc se concentre sur ce phénomène, et là aussi, qui est un phénomène complexe. Là aussi, le viol de guerre est quelque part, on en trouve dans toutes les armées et dans toutes les situations de guerre, de la même manière qu'on les trouve dans toutes les situations civiles, mais de la même manière que le viol n'est pas toujours pareil dans toutes les situations civiles, de même qu'il y a des pays qui sont, où la violence contre les femmes est plus présente et plus systématique que dans d'autres. C'est un peu la même chose dans les situations de guerre. Donc même si le viol de guerre est toujours présent, on voit bien qu'il y a des situations où il devient systématique, avec toute une question sur le fait est-ce qu'il peut être considéré comme une arme de guerre ou non. Ce qui est une question compliquée parce que aucune armée n'autorise le viol. C'est toutes les armées, par définition, enfin toutes les armées, en tout cas à l'époque contemporaine et je pense depuis très longtemps, toutes les armées criminalisent le viol. La question est comment est-ce que ces règlements, ces disciplines sont appliquées ou transmises à la troupe. Et notamment, on a aussi de nombreuses armées où des formes de violence, des formes de violence contre les femmes sont non seulement tolérées, mais même très couramment donc attendues. Et c'est là que le viol de guerre se distingue finalement en partie des viols en situation civile, pas de tous les viols en situation civile, mais bon, puisque on a tendance à voir le viol de guerre, donc l'image traditionnelle, c'est en gros qu'on ne peut pas en vouloir à des jeunes hommes qui sont dans des situations de tension s'ils veulent effectivement coucher avec une femme. Ce qui est le discours d'ailleurs dominant des autorités soviétiques comme des autorités russes. Or, il se trouve que ces pulsions supposées naturelles s'expriment de façon très spécifique. D'abord, elles s'expriment dans des lieux. Typiquement, si vous prenez 1945, le viol de guerre explose lorsque l'armée rouge arrive en Allemagne. Alors le viol de guerre et le viol par les militaires soviétiques, par exemple, est présent même en URSS. Donc on a des niveaux de violence sexuelle assez importants, assez élevés par rapport, par exemple, aux armées alliées dans l'armée rouge pendant toutes les années 40. Mais on a très clairement une explosion lorsqu'on franchit la frontière allemande. Ça ne peut pas être juste une question de pulsion sexuelle naturelle, c'est juste une question de pure logique. Ensuite, il y a le fait qu'à la différence des viols, disons,
imaginé pulsionnel en situation de paix. Le viol de guerre, non seulement a ses lieux et ses temps, mais c'est aussi très très souvent, et c'est ce qu'on voit aussi en Ukraine, une pratique systématique et collective. Où donc des groupes de soldats violent de façon systématique, par exemple, des femmes soit qu'ils ont enlevées, soit toutes les femmes qu'ils rencontrent dans un village ou sur des routes. Cette pratique du viol collectif, alors à moins d'imaginer que tous nos jeunes hommes, et les jeunes Russes ici ne se distinguent pas particulièrement, la société russe est plus brutale que la société française, mais enfin pas non plus beaucoup plus. Donc à moins d'imaginer que tous ces jeunes hommes de 20 ans tout à coup se retrouvent adeptes de la performance sexuelle en groupe, sachant que c'est en général de très jeunes hommes qui n'ont pas d'expérience sexuelle, c'est souvent des jeunes hommes qui n'ont pas d'expérience sexuelle préalable. On a ici des dynamiques de groupe justement qui vont bien au-delà de la pulsion sexuelle et qui relèvent aussi de formes de justement socialisation, de formes de fonctionnement de l'institution militaire et de formes justement de politique finalement à l'égard des populations civiles. Et là encore, finalement, beaucoup de choses dépendent de la manière dont les autorités réagissent et l'absence de réaction, pour le coup, systématique à travers les décennies, l'absence systématique de réaction des autorités russes, soviétiques puis russes, à ce type de violence de la part de la troupe, évidemment, ne fait que encourager le développement de ces pratiques collectives de ces jeunes soldats. Bien, il nous reste à vous remercier beaucoup. Et puis, je crois qu'on peut l'applaudir de manière mûrie.